Bonjour et bienvenue dans la semaine de l'écho. Le coup de semonce des syndicats en France. Un an quasiment après l'élection d'Emmanuel Macron, plus de 300 000 manifestants ont défilé ce jeudi dans tout le pays. À la fronde des cheminots s'ajoute celle des fonctionnaires, 2 cortèges pour une même lutte, à la défense d'un statut du service public, voire du pouvoir d'achat. Une journée suivie d'une guerre d'usure à la SNCF avec 36 jours de grève répartis entre le 3 avril et le 28 juin. De quoi compliquer la vie des Français et donc aussi celle du gouvernement qui se dit à l'écoute des manifestants mais déterminé à poursuivre les réformes. Le bras de fer a donc commencé, il s'annonce tendu. Va-t-il s'inscrire dans la durée? Les syndicats et les partis de gauche feront-ils bloc? Pour en parler, je suis entourée d'Éric Heyer, directeur du département analyse et prévision à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Laurent Vronsky, directeur général d'Ervor, fabricant de compresseurs d'air et secrétaire général de l'association d'entrepreneurs Croissance Plus. Bonjour. Bonjour à vous. Et Mathias Tavel, porte-parole nationale de la France Insoumise et coordinateur de la campagne contre la fraude et l'évasion fiscale. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, mobilisation, disons en demi-teinte ce jeudi, plutôt faible chez les fonctionnaires, mais beaucoup plus importante chez les cheminots, avec plus d'un tiers à faire grève. Et ce n'est qu'un début. La CGT veut étendre le mouvement à tous les secteurs de l'économie et fixe un nouveau rendez-vous le 19 avril prochain. Écoutez. Moi, ce que je constate, c'est que sur les retraités, alors qu'il y a une très forte mobilisation, ils ont fait un petit pas en arrière. Ça devrait inciter tout le monde à les obliger à faire un pas en arrière et aller sur la route que les citoyens décident. Moi, c'est la première fois que je vois un truc pareil, les cheminots d'un côté, le service public de l'autre, tout le monde qui se retrouve au même endroit. C'est pas banal. En Europe, il n'y a qu'en France qu'un truc pareil se produit. On met sur la table, et moi je mets sur la table, des sujets qui sont sous le tapis depuis des années. Et je voudrais vraiment rassurer les cheminots, cette réforme, elle est faite pour améliorer le service public et il n'y aura pas un service public ferroviaire fort sans une SNCF forte. Alors Mathias Tavel, êtes-vous rassuré par les propos de la ministre des Transports ou par la réussite relative de la journée d'action d'hier? Par la journée d'hier et son succès, oui, rassuré et encouragé à poursuivre la lutte pour faire dérailler le projet du gouvernement Macron. Vous pensez que vous pouvez faire reculer le gouvernement? Oui, parce qu'on a tous une bonne raison aujourd'hui de dire qu'au bout d'un an, Macron, ça suffit. Vous avez la CSG sur les retraités, vous avez la casse du service public de la SNCF, on pourrait parler des fermetures de classes dans beaucoup de départements, on pourrait parler des attaques contre le statut de la fonction publique. Donc maintenant, la question, c'est est-ce que toutes ces colères vont se retrouver, se regrouper et s'exprimer d'une manière commune? En tout cas, c'est ce que nous, à la France Insoumise, on va travailler à faire et on propose pour ça notamment qu'on puisse organiser un grand rassemblement populaire un samedi ou un dimanche à Paris pour que tout le monde puisse venir. Éric Heyer, je veux réagir. Est-ce qu'on voit que la SNCF veut inscrire maintenant une grève dans la durée? Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec 1995, le dernier grand mouvement social qui avait à l'époque fait reculer le gouvernement Juppé? On peut toujours faire un parallèle avec 1995. Alors, est-ce qu'on est dans les mêmes conditions? Non, certainement pas. Et puis l'histoire ne se répète pas exactement à l'identique. Bon, je pense qu'il y a des chances pour que finalement le mouvement soit un peu moins fort, mais un mouvement moins fort ne veut pas dire tout de même que les réformes qui sont menées sont bonnes et seront surtout entendues. Je pense qu'il est plutôt là le problème, c'est que aujourd'hui il y a peut-être une clarté des réformes qui n'est pas aussi évidente que cela à comprendre. Et s'il n'y a pas des relais dans l'opinion pour essayer d'expliquer cette réforme et pourquoi cette réforme pourrait être bonne, il est possible que même si c'est pas via des grèves fortes, que ces réformes et du mal à passer, à s'infuser dans l'économie. Et finalement, on reste dans une France qui est finalement assez difficile à réformer, ce qui serait dommage. Alors Laurent Vronsky, avant d'entrer dans le détail de ces réformes, on voit que finalement, il y a des premières dissensions qui se font jour auprès des syndicats. La CGT a annoncé de façon unilatérale un nouveau mouvement le 19 avril, ce qui a fait grincer des dents à Force ouvrière ou encore à la CFDT. Est-ce que l'unité syndicale, on la sent fragile ? Je pense qu'il y a à l'évidence une multiplicité d'opinions et ce qui reflète un petit peu ce qui se passe dans le pays, parce que sans que mon discours soit un discours politique, il n'y a pas un seul gouvernement depuis à peu près une trentaine d'années qui a mené un tel train de réforme. Et depuis moins d'un an, je veux dire qu'on est vraiment quasiment surpris toutes les semaines. Donc bien évidemment, je pense que beaucoup de gens ont le tournis. Je pense qu'il est fondamental de pouvoir avoir une action pédagogique extrêmement forte. Et c'est le cas aujourd'hui ?
Je suis pas convaincu que tout le monde comprenne les enjeux. C'est justement pour ça qu'il est important de ne pas retrouver les fantômes du passé avec une espèce de cristallisation et une espèce d'opposition massive. On est maintenant en 2018. Il est important de pouvoir évoluer. Je pense qu'au niveau de la SNCF, clairement, il y a beaucoup de choses à faire. Ça ne veut pas dire qu'on casse le service public. Ça veut dire qu'on met la SNCF au même régime que toutes les entreprises de France et de Navarre et qu'on doit se moderniser pour pouvoir vivre le XXIe siècle. Mathias Tavel ? Oui, justement, c'est assez paradoxal. On nous explique que pour vivre le XXIe siècle, il faudrait revenir à la situation ferroviaire d'avant 1936. Et quel archaïsme dans le projet d'Emmanuel Macron. Parce qu'avant 1936 et le Front populaire en France, vous aviez plusieurs compagnies ferroviaires, vous aviez la concurrence, vous n'aviez pas d'entreprise publique comme la SNCF. Et c'est justement parce que ça ne marchait pas qu'on a fait une entreprise publique pour unifier tout ça et avoir un service public qui marche partout, qui marche pour tout le monde. Il n'est pas parfait, il y a bien des choses qui pourraient être améliorées à la SNCF. Mais c'est quand même un peu fort de voir que dans ce gouvernement, vous avez deux anciennes hautes dirigeantes de la SNCF, Mme Parly et Mme Borne, qui ces dernières années ont quand même porté une responsabilité forte à la SNCF, donc elles sont responsables de la situation. Et maintenant, elles viennent nous expliquer que c'est elles qui auraient la bonne solution. Tout ça n'est pas très sérieux et pas très crédible. Alors si tous les syndicats sont d'accord pour conserver à la fois le statut des cheminots et le statut de l'entreprise SNCF, en revanche sur l'ouverture à la concurrence, on voit que la CFDT ou UNSA ne sont pas nécessairement défavorables. Est-ce que cette ouverture à la concurrence, elle est nécessairement synonyme de recul social ou au contraire, ça n'est pas... une chance pour la SNCF qui est déjà d'ailleurs présente en Allemagne ou au Royaume-Uni? Mais l'ouverture à la concurrence, avant même d'être question de recul social ou pas, elle sera d'abord, elle aura comme conséquence un recul du service public. Aujourd'hui, vous avez tout un tas de lignes régionales, pas des petites lignes, des lignes qui rejoignent des préfectures, y compris des grandes villes autour de Lyon, par exemple, qui vont être abandonnées. Parce que ce n'est pas vrai que les entreprises privées vont s'occuper de ces lignes. Donc, elles seront abandonnées par le service public et on dira aux gens ce qui rapporte le TGV, on le donne aux entreprises privées et ce qui coûte les petites lignes, soit on les ferme, soit vous les payez avec vos impôts. Mais pardon, privatiser les autoroutes du rail comme le TGV, ça produira le même effet que privatiser les autoroutes tout court. C'est-à-dire qu'à la fin, vous aurez quelques grands groupes qui feront des marges confortables, qui n'investiront pas et dont on se privera d'une recette pour financer l'ensemble du service pour tout le monde. Le gouvernement se dit prêt à des concessions là-dessus. Il dit pouvoir donner plus de temps, notamment vers cette transition vers l'ouverture à la concurrence. Est-ce que c'est suffisant selon vous ? Non, mais il va falloir réfléchir à la politique de transport en France. C'est évident que c'est pas forcément la concurrence qui va améliorer tout cela. Vous voyez, c'est un rail, c'est une seule voie, et il est évident que tout le monde va aller sur ce qui est le plus rentable, c'est-à-dire, admettons, le Paris-Marseille de 9h et pas de. Pour l'instant, 11h, le gouvernement etc. ne touche pas aux petites lignes. N'a pas D'accord. supprimé, n'a pas annoncé. Mais vous voyez que même suppression sur les de grandes petites lignes, c'est pas évident que tout le monde aille sur ce qui est moins rentable et ça risque, du coup, on risque d'acheter cher cette concurrence dans un premier temps. Ensuite, il faudra voir comment ça fait. Mais ça veut dire qu'il va falloir réfléchir à comment, si effectivement des petites lignes sont délaissées par la suite, comment on les remplace par une autre forme qui soit à la fois rentable économiquement, enfin en tout cas plus ou moins rentable économiquement, et aussi d'un point de vue écologique. Donc il va bien falloir qu'on prenne aussi cette dimension, et c'est pour ça que c'est un plan plus global qu'il faudra avoir en tête. Et là, c'est pas extrêmement clair de la part du gouvernement. Alors dans la fonction publique, CFDT et UNSA, disons les syndicats réformistes, n'ont pas défilé ce jeudi. Ils disent vouloir attendre de voir ce que vont donner la concertation avec le gouvernement. Est-ce que ces divisions, elles ne risquent pas de faire le jeu du gouvernement ? Alors, si vous m'y autorisez, j'aimerais répondre à la question qui a été posée précédemment, parce que je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Je pense qu'il est absolument fondamental d'ouvrir le livre et de se poser les questions. Maintenant, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est pas ou tout service public ou tout la concurrence. Je pense que justement la question qui mérite d'être posée, c'est qu'on peut très bien faire un mixte. Je m'explique. Vous avez une partie du territoire qui est irriguée par un réseau ferroviaire où vous avez peu d'habitants, et là effectivement on comprend qu'il y a un vrai besoin de service public. Peut-être que les régions, par exemple, peuvent financer cette partie. En ont-elles les moyens ? Mais aujourd'hui, la SNCF est virtuellement en faillite. Je veux dire qu'alors on a fait de l'alchimie comptable, on a séparé le réseau de l'exploitation, mais on sait très bien qu'on a un réseau qui a absolument besoin d'être modernisé. Moi, je prends le train à peu près toutes les semaines. Bon, je peux vous dire que les fois où le train arrive à l'heure, je les compte sur le doigt d'une main. Donc clairement, il y a un vrai problème. Donc ça n'est pas, je dirais, s'attaquer à ce totem qu'est la SNCF pour poser des questions et avoir des réponses judicieuses, c'est pas un crime de lèse-majesté. Donc je pense simplement qu'on a clairement aujourd'hui un gouvernement qui pose des questions, qui a une volonté réformatrice, qui veut éviter, si vous voulez, d'ancrer notre pays dans une forme d'archaïsme.
Je pense qu'il faut justement être ouvert, mettre toutes les personnes autour de la table et essayer de trouver la meilleure solution pour les usagers comme également pour le contribuable. Parce que je rappelle simplement que le service public est financé par nos portefeuilles. Mathias Tavel, on a vu, est-ce que cette fois-ci, la France insoumise et la CGT vont réussir à parler d'une seule voix dans ce conflit? On sait qu'ils n'ont pas été capables de le faire à l'automne dernier lors du conflit contre les ordonnances réformant le Code du travail. Est-ce que cette fois-ci, ils vont y arriver? Mais nous parlons la même langue quand il s'agit de défendre le service public, les conditions de travail, la transition écologique. Cherchez pas à essayer d'opposer les uns les autres. De toute façon, si à la SNCF, il y a une chose qu'on sait bien, c'est qu'on gagne tous ensemble. C'était le slogan de 1995. Donc mais tous ensemble, ça ne peut pas seulement être les cheminots. Si on reste sur la discussion des cheminots face au reste du monde, ça ne marchera pas. La question, c'est quelle vision on veut pour la question écologique. On ne peut pas faire d'écologie sans service public et on ne peut pas faire d'écologie sans le train. Quelle question on veut pour l'aménagement du territoire? Est-ce qu'on veut continuer à aller vers quelques grandes métropoles et à côté un désert médical, un désert ferroviaire, etc. Ça, ce sont des questions qui vont bien au-delà de est-ce que la CGT, la France Insoumise, il y a un syndicat, il y a un mouvement politique et social. Voilà, il n'y a pas de concurrence entre nous. Et entre les partis de gauche, on sent que l'unité n'est pas au rendez-vous. Je sais pas, j'ai vu qu'hier le Parti socialiste avait été copieusement sifflé de la manifestation, mais c'est quelque part assez normal, parce que ce qui vient, la question de la concurrence dans le ferroviaire, c'est quelque chose qui vient directement des traités et des directives européennes. Or, ces traités, ces directives européennes, elles sont soutenues en grande majorité par la droite, par M. Macron et par le Parti socialiste. Donc à un moment, il faut aussi que cette question puisse... Donc ce sera une unité de la gauche sans le Parti socialiste. Mais ce sera une unité du peuple français pour sauver son service public. C'est comme ça qu'on gagnera, pas autrement. Merci beaucoup. C'est la fin de cette première partie. Restez avec nous. On parlera notamment des GAFA, mais autres nature. Vous verrez, ça n'a rien d'ésotérique. C'est très concret. L'information continue sur France 24.